Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club, un RMC Fighter Club qui a l'honneur et le plaisir aujourd'hui de recevoir Manon Fiorot, la meilleure combattante française de MMA, numéro 7 du classement des mouches à l'UFC et qui a un gros rendez-vous fin octobre à Abu Dhabi avec un combat contre Kathleen Chookagian qui pourrait la rapprocher bien sûr du Graal et de la quête du titre des poids mouches. Avec nous cette semaine pour ce numéro, mon compère du RMC Fighter Club, il est toujours là avec moi, monsieur Jonathan Macardy, bonjour. Salut tout le monde. Et c'est donc un plaisir de les accueillir. Tout d'abord, Madame Manon Fiorot, la meilleure combattante de MMA français. Bonjour Manon. Salut, merci. Et son coach manager, la tête pensante du Boxing Squad de Nice, monsieur Aldric Cassata, bonjour. Bonjour à tous. Elle était forcément déçue de ne pas être sur la carte à Paris début septembre pour la grande première de l'UFC en France, mais elle a déniché le meilleur lot de consolation possible. Manon Fiorot affrontera finalement Kathleen Chookagian, numéro 1 du classement des challengers des mouches le 22 octobre à Abu Dhabi pour l'UFC 281, auquel on peut déjà donner le titre de carte de l'année. Une étape de plus pour la meilleure combattante française et de loin dans sa quête ultime, devenir la meilleure et la première représentante tricolore championne incontestée à l'UFC, en détrônant la reine bien installée sur son trône, Valentina Shevchenko. Le RMC Fighter Club reçoit Manon Fiorot et son coach manager Aldric Cassata pour évoquer ses chocs à venir et l'ascension de The Beast vers les sommets. Je me suis rendu compte assez vite de mon niveau et que j'avais progressé. Et oui, forcément, c'est moi ça qui arrête. Victoire de la française. Manon Fiorot, superbe performance. Manon, on peut dire qu'on est face à une génie du sport tout court. Getting up the end, Fiorot hammering away, reaching back to her feet. Okay, look at that. So strong. I'm telling you, Fist of Fury. À 0 point faible, moi je le dis. Et c'est super ça, c'est très bien ce qu'elle fait. Et elle passe en phase de lutte, c'est intelligent. Aujourd'hui, Manon, elle est numéro 1 mondial en termes de niveau. Pour moi, elle est déjà devant Valentina, elle va le prouver. That's gonna do it. The Beast again. What a fight. Wow, big showing in Las Vegas. Ladies and gentlemen, after 3 rounds, with a winner by unanimous decision, Manon the Beast Fiorot. It's our destiny. Merci à notre producteur Max Sabolin pour cette petite prod. Il le prononce bien quand même, Bruce Buffer, je trouve. Parce qu'il avait du mal avec Cyril Gann au début. Tu sais, Cyril Gann, il le prononce bien. Manon. Oui, ça va. Il l'a, parce qu'il a peut-être un peu de mal sur certains noms français avec les accents quand même, notre ami Bruce. Bon, Manon, on va rappeler, avant de rentrer dans le vif du sujet sur ce combat contre Kathleen Chookagian et puis la suite, bien sûr, je fais un rapide contexte, un rapide rappel de ta carrière quand même. Un peu de karaté dans l'enfance, puis du snowboard aussi, à chaque fois à très bon niveau quand même, bon niveau national. Du karaté, un peu de kickboxing, championne du monde amateur de MMA, championne du monde IMAF en 2017, puis championne de l'EFC en Afrique du Sud, de l'UAE Warriors au Moyen-Orient. 4-0 pour l'instant à l'UFC où tu as fait tes débuts en janvier 2021 jusqu'à ta dernière victoire contre Jennifer Maia en mars 2022. Pour commencer, Manon, quand je te redis tout ça, c'est quoi dont tu es le plus fier dans ta carrière pour l'instant, sur tout ce que tu as accompli d'ici là? À l'UFC, on rappelle que tu avais aussi participé à une télé-réalité pour avoir ton contrat là-bas, sans parler un mot d'anglais. C'est beau ça. C'est ça. Ça, c'est mon plus mauvais souvenir d'ailleurs. Ce serait cette télé-réalité. Mais non, sinon, mon meilleur souvenir, je pense que ça reste quand même le moment où j'ai signé à l'UFC, où on m'a annoncé cette signature. Ça reste quand même mon plus beau souvenir dans ma carrière. Et il y a aussi cette ceinture de l'UAE, puisque c'était la première fois qu'il y avait une ceinture pour la catégorie féminine. Donc ça aussi, j'en suis fière. Avoir marqué l'histoire aussi dans ce sens-là, quoi. C'est ça. Et voilà, ça reste mes deux plus beaux souvenirs. La signature à l'UFC, tu peux nous la raconter? Comment ça s'est passé? Comment tu l'as appris? Alors, c'était mon cadeau de Noël, en fait, puisque c'était juste avant Noël. Aldric m'avait annoncé que je venais de prendre la deuxième ceinture de l'UAE. Et Aldric m'a dit prépare-toi parce que je sens qu'il y a une bonne nouvelle qui va arriver. Du coup, on n'avait pas pris beaucoup de vacances. On était reparti direct dans un camp d'entraînement. Et juste avant Noël, je crois que c'était 1 ou 2 jours avant. Il était genre 23 ou 24, quoi. Ouais, c'est ça. On a eu l'appel de l'UFC, j'ai entendu Aldric parler. Et voilà, c'est Aldric qui m'a annoncé ça à la maison le soir. Je crois que j'y ai pensé toute la nuit, j'ai pas dormi ce soir-là. Et voilà. Ce qui est bien, Aldric, c'est qu'après, t'as plus besoin de faire de cadeaux de Noël, non? On est tranquille. C'est ça. Il est déjà tombé. La promesse était tenue, donc j'étais tranquille là pour un petit moment. c'est là où c'est bon. Ton combat, je voulais te demander aussi, c'est quoi ton combat préféré sur toute ta carrière? Est-ce que t'en as un petit qui ressort un peu plus que les autres? En fait, le combat où j'ai eu les meilleures sensations, c'est pas forcément un finish en plus, puisque c'était mon combat pour la ceinture à l'EFC en Afrique du Sud.
Mais c'était mon premier 5x5 et en fait, j'ai vraiment kiffé pendant tout le combat. J'ai même pas vu les rounds passer. En fait, je crois qu'on était à l'avant-dernier round. Enfin, non, on était au deuxième round, je sais plus. Et je dis à Aldric, ah déjà et tout. Enfin, je voyais pas le combat passer, c'était ouf. Au quatrième, Ouais, tu m'as dit, tu croyais que c'était encore le deuxième round. Ouais, voilà, c'est ça. Et je sais pas, c'est mon meilleur souvenir. J'étais vraiment bien dans la cage. Je voyais tous les coups arriver. Je me sentais bien. Je savais que j'allais gagner. Ouais, un peu cette zone un peu. Ouais, c'est ça. Et après, j'ai pas fini le combat parce que j'avais pas encore eu ce déclic. Mais je me sentais tellement bien et je prenais tellement du plaisir dans la cage que voilà, c'était mon meilleur souvenir encore. Et Aldric, le coach, lui, c'est quoi sa performance préférée de Manon Fiorot en carrière pour l'instant? Là, si je te réponds comme ça, brut pour point, je parle de Maya, parce qu'elle n'avait pas de recul sur le très haut niveau, sur le top 5 de la KT. Donc je pense que Maya, qui est arrivée trop tôt d'ailleurs, parce que moi je voulais qu'il y ait une acclimatation. Qui était numéro Jessica, 4 du classement à l'époque. Hein. Ouais, qui était aussi la seule qui avait pris un round à Valentina, surtout en 57 à cette époque. Donc le combat est arrivé tôt, mais je la pensais capable de gérer ça. Donc la perf de Maya en premier. Et après, si je reviens un petit peu sur les antécédents et le contexte, je dirais Mera Bueno Silva quand même, parce que avec la semaine d'avant, elle était alitée. Le Covid. Ouais, elle était en plein Covid. On a fait des tests 2 mois après, elle était encore impactée au niveau respiratoire à cause de ça. Donc je pense qu'en termes de performance, faut se remonter les bretelles et y aller. C'est Chitara, ouais, Bueno Silva. Joe, on en avait parlé de ce combat-là à l'époque. C'est quand même une dinguerie d'avoir fait d'être alité une semaine avant un combat à l'UFC. C'est quand même. Mais du coup, ça s'est passé comment pour couper le poids et tout? T'étais pas trop affaibli? Ça n'a pas été galère vraiment ou Bah en fait non, puisque pendant la semaine justement, oui, j'étais affaibli, mais pendant la semaine, je mangeais pratiquement pas. Donc le poids il est descendu tout seul. Je pense que c'est la première fois de ma vie où j'aurais même pu j'aurais pu descendre de catégorie encore en dessous. Ouais, elle aurait pu faire 52 là. J'étais arrivé au poids sans cutter, alors que d'habitude c'est vraiment une galère. Et comment ça se fait que t'es pas... Mais voilà, mais on a trouvé la solution au cutting, messieurs dames. Le COVID. Ayez le Covid. Et vous avez pas pensé à annuler au dernier moment? C'est quand même une dinguerie de prendre un combat comme ça, quoi. Je réponds. Vas-y. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait venir une sparring la semaine d'avant le combat. Corinne Laframboise, que j'avais déjà affrontée à l'UAE, qui m'a rejoint, et on a dit en fait on fait la semaine, du coup on a fait des sparring presque tous les jours. D'habitude c'est ce qu'on fait pas, on se repose la semaine d'avant, mais là j'avais besoin de savoir si je pouvais tenir. Et après... Attends, t'as sparé tous les jours la semaine avant le combat? Ah ouais, c'est ça. Ok, ouais. Avant rentrer en fight, oui quoi. Oui, c'est différent là. Ah oui. Oui. Vous êtes tarés les gars. Et en fait je gagnais les rounds, mais après je disais à Aldric que j'étais fatigué, mais lui il me voyait gagner les rounds, Enfin, ma prestation, elle était bien sur le tapis, mais moi, je sentais quand même que j'étais fatiguée. Mais bon. Sentais qu'il manquait un truc. Voilà, quoi. il manquait un truc, mais c'est vrai qu'après, je sentais aussi. Enfin, moi aussi, pour moi, je pouvais le faire. C'était un round, c'est 5 minutes. Voilà. Qu'on se rende compte, Aldric, hein, même plusieurs semaines après le combat, les capacités respiratoires étaient encore très affaiblies chez Manon. 1 mois et demi après, on a refait un test à l'IM2S à Monaco, elle était encore affaiblie, mais il y avait un différentiel entre inspiration et expiration important, il y avait plus de 25% encore. En plus, période difficile parce que Manon, elle était dans le doute, mais elle voulait le faire. Moi, je regardais les sparring avec Corinne, qui pour moi a le niveau de l'UFC. Hein. Si Mike Manard ou Sean Shelby nous écoutent, moi je suis persuadé, d'ailleurs elle est championne de l'UAE maintenant, que Corinne Laframboise, teammate de Charles Jourdain, a sa place à l'UFC. Donc vu la qualité des sparring, moi je pensais qu'elle pouvait le faire, et Christophe Midou qui coach Manon avec moi plutôt, lui il n'était pas d'accord. On rappelle qu'il est mentor, qui a longtemps collaboré avec Georges Saint-Pierre, avec la légende Georges Saint-Pierre, Christophe Midou. Depuis 20 ans, c'est peut-être la première fois qu'on n'était pas d'accord sur un truc. Et j'ai pris la décision, on l'a fait. Mais c'est pour ça que je dis aujourd'hui, des risques comme ça, je ne veux plus les prendre. Quoi. Ah, c'est compliqué quand même. Joe, pour nos auditeurs qui découvrent Manon à l'occasion de cet épisode, est-ce que tu peux nous dire ce qui fait la force? Je ne vais pas lui demander directement à elle, c'est compliqué ces questions-là. Qu'est-ce qui fait la force de Manon dans la cage? Qu'est-ce qui fait qu'elle a fait ce très beau début de carrière, et notamment ses beaux débuts à l'UFC? Je pense qu'on peut dire que tu es quand même très complète, hein, Manon. Tu n'as pas vraiment de points faibles. Tu n'es pas juste une spécialiste de debout, au sol ou quoi. T'es plutôt bonne dans tous les domaines, et puis j'ai l'impression que t'as une condition physique qui est quand même assez superlative par rapport à la catégorie. Alors c'est pas non plus une catégorie où les gens sont très lourds, où c'est pas comme les poids lourds masculins où il y a plus de cardio au bout de round, mais j'ai l'impression que t'es quand même capable de surpasser tes adversaires sur ce plan-là. Donc c'est 2 très grosses qualités quand t'es dans une division comme ça. Qualité physique aussi, souvent dominante
domination physique sur l'adversaire au niveau de puis la taille, taille notamment, aussi, hein. et allonge, exactement. On va en reparler. Mais bon, la parce que- taille et la longe, faut savoir s'en servir aussi, c'est toujours la Tout à même fait, chose. tout à fait. C'est pas juste des attributs comme Ouais. ça qui font gagner. Sinon, qui font tu gagner serais les combats. champion de. Exactement, sinon je serais hyper bien. Sinon, en bantamweight, les Tu gars, serais champion des coqs, voilà. je peux te dire que ce serait un long règne hein, depuis très longtemps. Depuis très très longtemps. On parlait de préparation rocambolesque, donc on va revenir sur cette approche. On est à quelques semaines de ce combat contre Kathleen Chookagian. Là, on a fait dans le très rocambolesque quand même, parce que déjà, l'adversaire a changé 2 fois. C'était Kathleen Chookagian à Paris, c'est devenu Jessica Andrade à Paris, c'est redevenu Kathleen Chookagian à Paris. Puis ça a changé de lieu, ce n'était plus Paris puisque tu t'es un peu blessé au genou, tu nous en parleras. Ouais. À l'entraînement, c'est devenu Abu Dhabi sur la carte du 22 octobre. Voilà, comment tu peux nous raconter un peu toutes ces semaines là? C'était les montagnes russes au niveau des émotions parce que Ouais. ça a bougé tous les jours quoi, quasiment. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, ça a été un été très compliqué. Après, voilà, il a fallu gérer la blessure. En fait, pendant tout l'été, on s'est vraiment du coup focus sur la réathlée de mon genou. Donc en fait, c'était des journées très longues, encore plus que quand je m'entraîne. Au final, mon emploi du temps était encore plus chargé puisqu'il y avait du kiné, il y avait des soins, on a fait du caisson hyperbar. En fait, on a mis en place tout ce qu'on pouvait pour soigner ce genou au plus vite. Et voilà, donc ça n'a pas été un été facile. Mais à côté de ça, voilà, on est arrivé à garder aussi la condition physique. J'ai quand même réussi à m'entraîner. Au final, j'aurais presque pu combattre sur l'UFC Paris, puisque au jour d'aujourd'hui, je suis guéri à 100%. Oui, et il y avait. j'ai pas pu faire de sparring jusqu'à maintenant. Donc, Non, il fallait. valait pas On le coup. prendait pas de risque vu les Voilà. enjeux aussi. c'est ça, vu les enjeux qu'il y avait, on pouvait pas prendre ce risque. Et donc, ouais, ça a été un été compliqué. La console, je le disais dans mon intro, l'autre constellation, il est joli quand même. Quand Ah oui, tu as carrément. appris que tu n'étais pas à Paris, c'était ça. la seule carte qui t'intéressait. C'est ça, ce que j'ai dit à Aldric. En fait, quand le docteur m'a dit que c'était mort pour Paris, j'ai vu la carte d'Abu Dhabi et j'ai demandé à Aldric, j'ai dit, s'il te plaît, fais tout ce que tu peux pour que je sois sur cette On a carte. géré vite hein, quand même. Hein On a géré vite, Et hein. en fait, ça s'est fait en un jour ou deux, je crois. Ouais. C'est la plus réglé. grosse carte de l'année, non? Ouais, là, on rappelle Ouais. Islam Makhachev, Charles Oliveira, Petroyan, Sean O'Malley, TJ Dillashaw, Aljamain Sterling, TJ Dillashaw d'ailleurs, je crois que ça te plaît particulièrement d'être sur la carte, c'est ton fighter préféré, c'est ça? Mon combattant préféré. Donc, Benel c'est un- Dariush sur la carte également. Dariush également, enfin, c'est une carte fabuleuse, donc c'est aussi une belle exposition que tu vas avoir, et sans l'avoir la pression médiatique qu'il y a eu sur tous les combattants français à Paris, ce qui est aussi Même- un avantage. Maintenant que tu vois tout ce que les autres qui sont sur la carte ont dû subir là, en termes d'heures devant les médias, Ouais. tu te dis pas que c'est peut-être mieux pour toi Ouais, au final, c'est sûr, ouais, c'est peut-être mieux. Après, je l'aurais fait avec plaisir aussi, hein, mais ouais, c'est sûr que c'est quand même une pression en moins. Aldric, ça a le côté coach et manager, il se dit c'était positif de pas être à Paris pour le côté on s'est pas fait harceler comme ça médiatiquement comme l'ont eu les fighters et on va être plus tranquille à Abu Dhabi, ou alors se dire finalement ça aurait été pas mal parce que ça aurait préparé aussi les grandes échéances comme il y aura contre Valentina peut-être à un moment, on l'espère en tout cas. Franchement, l'intérêt de Paris, c'était uniquement un intérêt, j'allais dire populiste, mais c'est pas ça. C'est le côté français. Parce que si tu analyses vraiment d'une façon objective, il vaut mieux être à Abu Dhabi, clairement. Même au niveau de l'exposition médiatique. Bien sûr, global, oui. Bien sûr. Et Manon, même son premier combat à Abu Dhabi contre Leonardo, il y a la télé locale qu'il avait sollicité, pardon. Donc il y aura des obligations médiatiques à Abu Dhabi, c'est une certitude, puisque c'est la championne locale, puisqu'elle a déjà combattu là-bas, et je pense qu'elle est appréciée de tout le milieu du MMA oriental. Cela étant, non, c'est juste le côté français en fait qui t'as envie d'être sur cette première carte et t'avais envie de partager ça avec tout le monde parce qu'il y a quand même une belle synergie, je trouve. Là, on a croisé les autres athlètes à l'hôtel. C'est un beau moment. Non, c'est normal. Mais en tant c'est un plaisir aussi, hein, c'est logique. Hein. En tant que manager, pour toi, c'est quoi l'intérêt principal? C'est que Manon, elle a une exposition nationale, sachant que même si c'est bien, il y a l'UFC à Paris, mais ça reste quand même encore un sport de niche, on va pas se mentir. Les opportunités en termes de sponsoring, etc., je sais pas s'il y en a des masses en France, ou est-ce que c'est vraiment de miser sur sur les cartes où t'es exposé à l'international, où il y a peut-être plus d'opportunités? Tu le vois comment ça, toi? Je suis d'accord avec toi, je pense qu'il faut. C'est plus important l'exposition internationale aujourd'hui. Parce qu'ils sont en train quand même de positionner Manon sur un échiquier de la hype. Ils ont fait un reportage sur elle au niveau de la chaîne UFC Fight Pass, c'est rare. Il y a très peu de fighters qui sont mis en avant sur des legacy ou sur des chronicles, des reportages qu'ils font en interne sur les fighters. Donc je vois que l'UFC pousse Manon à un rôle de contender qu'elle va mériter très prochainement. Donc le choix de l'UFC du 280, c'était beaucoup plus intéressant pour elle, clairement.
Oui, mais merci de le rappeler, parce que dans mon intro, j'ai dit UFC 281, mais non, c'est le 280. Non. Le 281, c'est Madison Square Garden en novembre avec Adesanya Pereira. Et c'était moins bien pour les taxes, non? C'était un En peu. plus. beaucoup c'était un mieux. peu- Pas se mentir, mais- Même d'un point de vue climatique, je pense que ça va être sympa la température qu'il va faire à New York au Ouais, moment de si. cette UFC. Ouais. Bah, il Ah fait ouais, toujours total, froid, ouais, hein, c'est- bah, ouais, c'est il va toujours au bien même froid. moment. C'est toujours en novembre, et il fait Ouais. toujours. C'est ça. Ça commence à cailler. Toi, tu l'avais Ouais, fait. je l'avais fait la première fois. Ouais. Moins 15, hein, c'est ça à peu près. Ça à ce moment-là. peut descendre à des. Moi, c'était en dessous 0 quand j'y avais été en 2016 pour cette UFC Ah ouais. au Madison Square C'était le Garden. premier. Le premier avec McGregor Alvarez, c'était en effet déjà en dessous de 0. En plus, t'es un peu à la maison quand même à Abu Dhabi, parce qu'entre l'UAE, tes débuts UFC là-bas, Ouais, c'est t'aimes ça. bien fighter là-bas. Ouais, T'as tes j'adore fighter là-bas, c'est vrai. En plus, j'ai fait mon premier combat à l'UFC là-bas et pareil, j'avais vraiment bien aimé l'ambiance, tout ce qu'il y a là-bas. Donc non, je suis trop contente. T'as tes repères en plus. Ouais, tes c'est marques. ça, ouais, je m'y repère. C'est en termes de confort, toutes les infrastructures qu'ils ont mis en aussi, place là-bas, c'est ça beaucoup doit être. plus, c'est beaucoup plus beau, plus gros. Enfin, c'est vrai que surtout quand on combat la première fois, quand on signe à l'UFC, qu'on combat la première fois là-bas, c'est énorme, quoi. Après, j'avais eu un choc quand j'étais revenu du coup à Vegas, à l'Apex. Ouais. Que ça n'a rien à voir, quoi. Ouais, avec la C'est- plus petite cage. Ouais, voilà, c'est Toi, ça. tu préfères quoi, la plus grande ou la plus petite des Non, cages moi je préfère la plus grande quand même, parce que Ouais. je suis quand même une strikeuse, j'aime pour bien me déplacer, déplacer, ouais, c'est ça. Pour la qualité de déplacement Ouais, et, c'est ça. tout ce qui va avec. Ouais, c'est logique aussi. On n'a jamais eu. Il y a eu une raison à ce double changement d'adversaire. Là, le manager, je le sollicite un peu plus. Vous avez eu des explications ou jamais en fait? Écoute, moi je fais juste des rapprochements. La seule chose qui a changé au niveau de ces trois combattantes, qui sont Jessica Andrade, Kathleen Choukagian et Manon, c'est Andrade qui a quitté son manager du début pour prendre le même que Choukagian, Ali Abdelaziz. Ah oui, le manager le plus influent de la planète MMA. Est-ce qu'il y a une corrélation sur ça? Moi, je pense. Je pense que ça. Je vais spéculer. Hein. J'ai aucune information concrète là-dessus, mais je pense que il y a dû avoir des décisions juste après Oliveira. On a eu la confirmation pour Choukagian, pour le choc islam Makhachev Oliveira. Donc, je pense qu'il y a eu des négociations sur Global, on est sur un sorte de package global. Ouais. Je vous le prends à 280 et je vous prends aussi Choukagian avec ce combat-là. Ouais. Ouais, et oui, je pense qu'Ali Abdelaziz a replacé Andrade dans la catégorie où elle peut le plus performer, qui est 52, parce que moi je la vois, elle est forte, hein. On l'a prise très au sérieux, je pense qu'on avait une belle win condition sur elle aussi, mais je pense que sa place à elle pour rayonner, c'est plus 52, elle est quand même assez petite, elle fait 1m58. Donc je pense qu'il a replacé les cartes pour performer au mieux sur ses athlètes. Il faut lui payer une diététicienne dans ces cas-là. Parce que... je vais le demander à Manon, mais Joe, t'aurais préféré voir Andrade ou Choukagian? Bah, si ça avait été à Paris, je t'avais dit Choukagian pour que John Danner vienne donner un séminaire après. Non, Andrade, c'est plus un nom qui est connu. Tu vois, le nom était plus connu, on en avait parlé, mais on va pas se mentir, c'est une ancienne championne. Pour l'avancée de la carrière et la catégorie, c'est quand même mieux Choukagian. Le problème, c'est que contre Choukagian, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est un combat, t'es obligé de le gagner aux yeux des gens. Ouais, c'est vrai. Ça a l'air d'être un combat les gens vont penser que c'est un combat beaucoup plus facile parce que justement elle a perdu d'une manière un peu sale contre Andrade. C'est pas une le dernier combat, elle le gagne, mais c'est. On a l'impression qu'elle est là parce que elle a eu gagné 2-3 victoires, mais que c'est plus dû au fait que la catégorie soit pas si profonde que ça. Alors qu'Andrade, c'était peut-être plus prestigieux pour toi. Ouais, toi, tu aurais une préférence? Non, après c'est vrai que aux yeux du public, j'ai bien vu que Andrade c'était mieux, c'était un combat que tout le monde attendait. Après, moi, personnellement, non. Que ça soit Choukagian ou Andrade, franchement... T'as déjà été opposé à des combattantes qui font sa taille-là? Oui. Taille, non, mon deuxième 1 ou 2 combat à centimètres de l'UFC... plus, c'est ça? Choukagian, elle fait 1 ou 2 mètres... de Choukagian elle fait 1 ou 2 centimètres de plus que toi. Ouais. T'as déjà, parce que d'habitude, c'était toi la plus grande. Ouais, c'est ça. Ouais, là, c'est la première fois. Mais bon, après, moi, à la salle, les gens avec qui je m'entraîne, ils sont plutôt de la taille de Choukagian. Donc, j'ai plus l'habitude de m'entraîner avec des gens de cette taille-là que plus petits, en fait. Donc, moi, ça m'arrange. Plus petit, c'est plus pénible à gérer aussi. Ouais, non, moi, je galère plus. Explosif qui rentre vite. C'est ça, ouais. Je préfère qu'elle soit plus grande ou ma taille, je suis plus à l'aise. Et comment tu t'as réagi? Joe l'a dit, mais c'est vrai que quand Choukagian a été annoncé dès la première fois, il y a eu pas mal de gens qui ont dit c'est gagné d'avance, quoi. Il y avait un côté Manon va lui rouler dessus. Ça, j'avais un peu du mal avec ça parce que pour moi c'était un gros, c'est la numéro 1 de la KT. Moi je la prenais au sérieux, on était en train de faire on met des game plans en place et tout. Je sais pas. Mais t'essayes de pas lire ce genre de truc, pour pas que ça monte à la tête, quoi. Ça m'a pas énervé, mais je sais pas, c'est bizarre.
Aldric, pourquoi les gens voient Manon je sais pourquoi, par ses qualités, mais pourquoi ils la voient rouler comme ça Non, sur mais Chookagian. vraiment, il y a un phénomène quand même, parce que tu sais qu'elle a toujours été favorite sur tous ses combats. C'est-à-dire qu'on regarde un petit peu, toujours, on aime bien regarder les sites de Paris au départ pour regarder un peu la tendance et tout. Même contre Andrade, elle était très légèrement favorite, mais elle était favorite. Contre Chookagian aussi. Je pense qu'aujourd'hui, elle a une vraie hype, elle a construit un truc Manon, de par ses qualités, de par le fait qu'elle finit les combats et que ce soit garçon ou fille à 57, c'est pas facile de finir les fights. T'imagines ? On va intégrer les 2 combats qu'elle fait en télé-réalité, parce que je vois pas pourquoi on les enlèverait, ces 2 combats Bien quand sûr, même, ouais. tu vois, ils sont faits dans une cage, pareil, avec un arbitre, des juges, mais 7 KO. 7 KO sur 11 victoires, c'est quand même un beau ratio. Ouais. Surtout dans cette catégorie-là. Hein. Ouais. C'est pas des peintres qu'elle a pris quand même à chaque fois. Manon, on parlait tout à l'heure d'été chaotique, mais c'est toute sa carrière qui est chaotique. À l'UAE, ça change d'adversaire toutes les semaines quand j'essaie de la matcher. À l'UFC, elle a jamais eu le même. À part Leonardo, ça a toujours changé. Deuxième combat, c'était. Sur les 4 combats, il y en a 3 qui ont eu des changements. Et deuxième même combat, le c'était 4 avec le 5e qui la arrive. petite Moroz, là, qui va affronter Maya normalement, si tout va bien dans quelques semaines. Mais Marina Moroz qui pull out et ça devient Tabata Ricci 2 jours avant le combat. Il n'y a que Bueno Silva qui est resté, mais il y a eu cet épisode Covid. Mais sinon, c'était Jessica et c'est devenu Maya. Toute sa carrière, ça change. Ce serait bien que le premier camp un peu bien et tranquille, ce soit Valentina, non Manon ? Ouais. Ce serait pas mal, non ? Ouais, je pense que ça va être ça. Hein, ça nous arrangerait quand même. C'est le prochain si tu gagnes. Moi, Quelle est votre volonté Vas-y, je te laisse répondre, je complète après. Mais... Alors, moi, au début, je voulais encore un combat pour l'expérience et tout ça, mais maintenant, je me dis, voilà, on sait jamais, il peut y avoir une blessure, il peut y avoir un truc avant. Moi, si on me donne la possibilité d'affronter Valentina après ce combat, je le ferai. Après, ça a évolué par rapport à ce que tu as eu cet été, la blessure et tout, dans ta tête, ça a évolué. Ouais, j'ai pas envie de perdre de temps, et voilà, peut-être que j'aurais plus l'occasion, on sait jamais ce qui peut se passer dans une carrière. Donc, moi, je vais la demander. Après, Valentina, c'est la championne. Elle a peut-être aussi, elle a annoncé qu'elle voulait peut-être remonter dans la catégorie des 61. Donc, je l'aurai peut-être pas de suite, mais moi, je vais la demander en tout cas. Et après, on verra. C'est Joe, il faut les saisir des fois les chances. Hein. On sait que on essaye de construire des carrières pas à pas, étape à étape, mais il y a des fois quand c'est ce Graal-là, peut-être qu'il faut la saisir la chance tout de suite. Bien sûr, mais le truc c'est que si Valentina, il y a le combat contre Nunez, le 3e combat qui se monte. T'es prête à attendre ? En fait, moi, je demanderais. Non, moi, je veux combattre, quoi. Après, il y avait Lauren Murphy aussi qui voulait justement prendre la gagnante. Après avoir battu Misha Tate. S'il faut faire ce combat avant, moi, je le fais. Et après, je sais pas, peut-être une ceinture intérimaire en attendant. Ou ça dépend de ça. En fait, ça dépend de Valentina. Nous, on peut rien faire. J'ai aucune info, mais Lauren Murphy, voir Lauren Murphy à Abu Dhabi, ça m'étonnerait pas. Vu qu'elle voulait vous call out et tout. Oui, c'est ça, elle voulait nous call out à Paris, donc peut-être qu'elle sera là. Ça m'étonnerait pas qu'elle soit dans le coin pour montrer et dire je suis là. C'est ça, pour compléter en fait, on fera pas un trou d'un an, c'est tout. C'est-à-dire que s'il faut attendre un an pour Valentina, on le fera pas parce que maintenant malgré tout c'est quelqu'un qui a besoin de rester actif, d'avoir des objectifs et je trouve c'est trop facile, tu vois. Valentina souvent dans ses choix c'est hyper intelligent. Attention, Valentina Shevchenko et son entourage, c'est hyper intelligent. Ils prennent les fighters au bon moment. C'est elle qui décide des dates. Donc nous on laissera juste pas ça. C'est-à-dire que si jamais c'est un trou d'un an et Valentina, on fera pas. On ira chercher Murphy ou une autre fille du classement pour que maintenant elle reste active. Maintenant, on te donne 6 mois de trou et Valentina au bout de 6 mois, on prend direct. Oui, bien sûr. Faut tout de suite saisir et sauter dessus, quoi. C'est ça. Peu importe où. Ah ouais. Tu la prends n'importe où maintenant. C'est la championne. C'est possible à Nice. Ouais. Le message est passé. Sean Shelby, Dana White, si vous nous entendez, ce message est passé. Avant ça, il y a ce défi Chookagian et comme on disait tout à l'heure, c'est quand même la numéro 1. On va pas passer outre. À quoi faudra faire attention avec Chookagian ? Qu'est-ce qui dans l'analyse que vous avez faite déjà de ce match-up, sur quoi tu devras faire gaffe maintenant ? Simple, pour moi, c'est la plus technique des combattantes de la catégorie. Elle a une très belle boxe. Elle a des bons déplacements comme moi. Donc là, ça va être peut-être à moi un peu de changer mon jeu, plus avancer, coller. Après, on a plusieurs game plans en place. Là, on est encore en train de réfléchir à ça. Mais quoi qu'il arrive, on a deux ou 3 game plans. Mais ouais, ce qui va être chiant et qu'il va falloir faire attention, c'est qu'elle va reculer. Il va falloir être patiente, je pense, d'abord. Va falloir l'aborder comme ça. Comment toi, Aldric, tu le vois ça, ce match-up-là, l'œil du coach là, bien. Je vais me manger. Je pense qu'il va me jeter son téléphone, Jonathan, en face de moi. Je vais te faire un comparatif de fou. Là, je vais m'expliquer, hein, mais l'espace de 10 secondes, personne ne va comprendre ce que je dis. Je vais comparer Kathleen Chookagian à Canelo. Ouais, c'est rude comme ça, mais maintenant je développe. Comme ça, on le comprend pas. Maintenant, je développe. Canelo, il y a des combats qui gagnent à la décision parce qu'il est beau à voir.
et qu'il est technique. Voilà où elle est la comparaison. Bien sûr qu'il y a le crochet bras avant de Kathleen, il n'est pas aussi impressionnant que celui de Canelo. Mais Kathleen, c'est ça le truc, c'est qu'elle est très belle à regarder, qu'elle a des gestes fluides et que souvent elle gagne à la décision parce que tu as l'impression que c'était plus propre. Voilà où était cette comparaison un peu hasardeuse. Donc, je pense qu'il faut lui marcher dessus, moi. Ouais. Je pense que techniquement, Manon, elle peut faire un combat hyper ennuyeux et gagner à la décision sur un truc dégueulasse, mais je pense qu'elle a des qualités qui sont. Alors, je rentrerai pas dans le détail, mais on a déjà identifié beaucoup de failles. Pour moi, effectivement, si Manon elle finit pas, c'est une contre-performance. Je mets un peu la pression, mais peu importe. Debout. Franchement, il y a. Je te donne une analyse que j'ai faite sans rentrer dans le détail. Je pense qu'au niveau du rythme, il y a une différence hyper significative. C'est-à-dire que si Manon elle impose son rythme à elle est à 4 coups par minute touchés au-dessus de Kathleen. Donc tu tiens pas. L'autre, elle envoie beaucoup de coups, mais ça touche pas forcément. Et même sa production, elle est aux alentours des 4 et quelques. Et Manon est à 6,75. Avec un combat où elle a baissé en stats. Maya, elle était plus attentive parce que c'était le top 4 de la catégorie. Le premier top 4. Mais maintenant, elle a naturellement un débit beaucoup plus important. Donc, clairement, qu'est-ce qui se passe si tu imposes ton rythme et qu'il est nettement au-dessus de l'adversaire, il est overcommit après et ça tient pas. Quoi. Donc, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de finish en réel, il y a juste une différence de volume qui fait qu'au bout d'un moment, elle ne doit pas être capable de tenir. Toi, Manon, il y a une envie particulière de finish aussi parce que les 2 derniers combats, t'as pas pu. Il y a eu le premier avec le Covid, puis une Maya ou plus attentiste en effet parce que premier gros rendez-vous. Là, il y a une envie d'envoyer un message. Tu le dis, la prochaine étape, ça peut être Valentina. Donc, s'il y a un beau finish, ça envoie un message fort. Ouais, carrément. Et en plus, Valentina, elle a déjà pris Choukadjian. Elle a fini au 2e ou 3e, je sais plus. 2. Mais en tout cas, elle l'a fini. Donc, quoi qu'il arrive, il faut que je la finisse. Quoi. Il faut montrer qu'on est au même moment, au même niveau par rapport à ça. Tu vas dans sa garde ou pas ? Oui. Je vais pas peur. Ouais, tu sais, alors oui, on n'est pas chez Renzo Grassi au Boxing Squad à Nice, mais il y a 7 ceintures noires sur le tapis. Manon, elle s'entraîne régulièrement avec Jean-Robert Monnier, qui est un des pionniers de la discipline. Alors, je vais pas faire de polémique, un des vrais pionniers de la discipline, parce que pionnier, c'est un mot à la mode en ce moment. Tu peux y aller. Je veux dire, le gars, il était en 2004 en train de se battre contre Fredson Paxao en Amazonie, chez lui, au Jungle Fight. C'est le sparring de Manon. Il est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. On a d'autres spécialistes de la rubber guard. Je vois pas pourquoi on rougirait de quoi que ce soit. Pour moi, la fille la plus forte au sol de la KT, c'est Maya. En tout cas, c'est la plus titrée. Championne du monde en ceinture bleue, championne du monde en ceinture marron, championne du monde en ceinture violette. Et Chitara, qui fait beaucoup de combats de grappling, qui les gagne, qui a mis le bras à Stéphanie Heger, qui est multititrée en judo aussi, il n'y a pas très longtemps. Donc Manon, elle n'a pas à rougir contre ces filles-là. Au sol, elle sait faire. Elle est ceinture marron de jiu-jitsu. Alors, on met moins le kimono qu'auparavant, mais elle grappe très souvent. Donc, non, au sol, elle y va, il n'y a pas de souci. Et ça démange parce que ça fera 6 mois en octobre. Ça fera plus de 6 mois, 7 mois que tu n'as pas été dans la cage. Puisque Maya, c'était en mars. Ça démange un peu Oui, bien sûr. Là, j'ai hâte. Après, ça m'a fait du bien aussi cette petite coupure, puisque c'est la première fois en fait que pendant presque 2 mois, j'étais pas sur le tapis. Enfin, vraiment, quoi. J'ai pas fait de jiu-jitsu, j'ai pas fait de boxe. Donc, en fait, là, c'est bien parce que ça m'a redonné l'envie. Là, j'ai vraiment hâte de m'entraîner. Alors que des fois, vers la fin, j'en peux plus. Enfin, je suis tellement tout le temps sur le tapis que des fois, j'en ai marre. Et là, au final, ça m'a fait du bien. Et du coup, là, j'ai hâte de commencer cette préparation. Après, on vous connaît. On est d'accord qu'il n'y a pas eu de vacances pendant ces 7 mois. On était quand même à la salle tous les jours. Non, et même les performances athlétiques de Manon ont vraiment augmenté là, sur des exercices classiques très connus, développé couché, squat, soulevé de terre, traction. On n'a pas dormi pendant 2 mois. C'est Joe, c'est Choukadjian, c'est surcoté par rapport à sa position. Non, c'est plus dû à la catégorie, je pense. Et puis... Elle a gagné quand il fallait gagner. C'était provoque comme question. Non, mais elle a gagné les combats qu'il fallait gagner. Elle a toujours perdu contre les combattantes qui étaient peut-être un peu plus importantes. Regarde, le combat contre Andrade, tu vois, elle le perd de manière un peu spectaculaire. Le step au-dessus, quoi. Mais sinon, non, c'est quelqu'un de sérieux. Après, il y a quelque chose qui est agaçant. Moi, ça, je regarde pas. Ça m'énerve quand elle combat. Elle crie beaucoup quand même. Hein. Elle vous casse pas les tympans là quand, à chaque coup t'as l'impression qu'elle envoie une missive de vocaliste. Ils doivent regarder 90 combats d'elle en ce moment à la suite. Beaucoup de bruit, non? C'est bizarre de faire ça un peu. Mais tu sais, elles viennent toutes les deux du karaté, je pense. Moi aussi, hein, deux karatékas. Ouais, mais c'est moins sonore que elle, quoi. Mais c'est une karatékate aussi. C'est pour ça que techniquement le combat peut être vraiment sympathique. Maintenant, quoi qu'il arrive, moi je la regarde beaucoup. Là, je dois être
a plus de 80 heures de visu sur ses derniers combats, les 2 contre Maia, je les connais par cœur, Ribas, bien évidemment Valentina, pour voir comment elle réagit sur une gauchère également. Et c'est propre quand même. Avec 80 heures de Choukagian, c'est un métier coach, les gars, parce que moi je tiens pas. J'éteins la télé avant, je vous le dis tout de suite. Moi, j'ai beau aimer le MMA, ça passe pas. Il y a eu un truc aussi qui est différent dans ce combat, Manon, par rapport à ceux d'avant. Sans doute aussi parce qu'il y a plus de lumière sur ce combat, c'est un combat en jeu. Mais Kathleen, elle chauffe un peu sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines. Elle t'a envoyé quelques messages, elle a dansé un moment, elle mange des chouquettes, des profiteroles. Profiteroles. Et puis, et elle montre aussi beaucoup de choses où tu as l'impression qu'elle est pas trop à la salle. Elle montre des barbecues, des sorties en bateau. Il y a une envie en plus parce qu'elle t'a titillé un peu dans les paroles. Sûr. Après, voilà, il va falloir assumer ça dans la cage, quoi. C'est tout. Mais ça boue à l'intérieur. Oui, carrément. Non, j'ai hâte. Et de toute façon, je l'ai dit, je vais finir ce combat. Et là, c'est sûr. Il y a un petit truc en plus. Aldric, ça, est-ce que tu peux nous l'expliquer, toi qui connais Manon mieux que personne, mais Manon, elle aime pas qu'on la titille en fait. Ouais, mais malgré le côté très calme et réservé de public. Manon, je la sens révoltée, mais je suis quand même très confiant et pas angoissé par ça, parce que tu sais, c'est pas parce qu'elle est énervée qu'elle va mettre en place de la précipitation, de la colère ou des choix non réfléchis. Elle mettra juste moins de pitié et plus de rythme encore, mais c'est pas la méthode qui va permettre, parce que des fois, tu sais, en rentrant dans la tête des gens, les provoquant, on a vu ce qui s'est passé avec le fameux Aldo McGregor. C'est pas la bonne méthode en tout cas. Crois-moi, j'ai déjà vu des trucs comme ça de Manon quand elle est énervée. Elle reste solide dans sa tête et elle reste et elle ne mettra pas de place à l'indiscipline ou à une mauvaise agressivité. Après, c'est intéressant, je pense, parce que ça va peut-être donner envie de vendre le combat, parce que Manon lui répond et elle va encore lui répondre. Donc je le prends moi d'un point de vue plutôt positif. Après, la carte n'a pas besoin d'être vendue. C'est ça aussi qui est quand même cool. Je pense que ça va être sur le plus gros pay-per-view de l'année. Oliveira, ils vendent beaucoup. C'est à la surprise. On a eu la petite surprise, mais c'est le seul qui a fait plus d'1 million cette année. Mais il a une popularité dingue à Vegas en juillet. Charles Oliveira dans la Fan Expo, là, c'était celui qui était le plus poursuivi, le plus. Après, l'histoire, elle est sympa quand même. Tu vois, le mec des favelas qui roulait en mobilette il n'y a pas si longtemps. C'est un peu un symbole de résilience quand même, avec un bilan à l'UFC hyper mitigé sur les premiers combats. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il fait un 18. Voilà. Un 8-8 qui devient 18 après. Et tu vois, donc c'est beau l'histoire quand même. Elle est magnifique. Et puis les dernières performances, elles sont juste. Là, tu parles à un Charles Olivaris convaincu depuis des années. Et, mais il a l'œil. Dernière perf, t'es juste. C'est juste fabuleux ce qu'elle a fait, quoi. Je vois qu'il me parle de la garde fermée de Kathleen et tout. Il a l'œil, monsieur Macardy, il n'y a pas de problème. Parce qu'elle fait une belle rubber et même Andrade, elle a été un peu en galère l'espace de quelques secondes sur la rubber de Kathleen. Donc il y a du coup d'œil. Si je te disais aussi, si je te rigolais sur le côté pendant ces 7 mois, vous n'avez pas pris de vacances, c'est que je voulais vous emmener aussi sur un thème. On délivre aucun secret, mais on a fait un peu de tournage chez vous à Nice ces dernières semaines, ces derniers mois pour des films qu'on vous proposera sur RMC Sport bientôt autour de Manon. Et moi, j'avoue, j'ai été choqué par l'intensité de travail de Manon. Pendant les journées où on était là, elle arrête jamais, de 8h du matin à 8h du soir. Les séances sont ultra intenses. Quand il y a 1 heure de boxe, c'est 1 heure de boxe pure où ça envoie. Pareil, je le demande plutôt à Aldric parce que c'est difficile de parler de soi dans ce cas-là, mais qu'est-ce qui fait que c'est une bête de travail? Est-ce que tu vois, c'est quelque chose d'unique, toi, dans ta carrière de coach et dans le MMA depuis 20 ans, c'est quelque chose d'unique que tu vois avec Manon? Ouais, franchement, et pourtant, en tant qu'entraîneur, moi, je me considère béni, entre guillemets, parce que j'ai pu avoir des athlètes avec des qualités, je t'en cite 3 vite fait. Quand tu as travaillé avec Mehdi Dakaev, Axel Sola et Manon, tu as quand même de la chance, en tant qu'entraîneur, de les avoir eus et formés. Après, Manon, elle a quand même quelque chose qui est extraordinaire, c'est la durabilité. C'est-à-dire que tu peux enchaîner des semaines complètes à 18-20 heures de travail, elle les fait. Et en plus, je trouve qu'elle se bonifie avec le temps parce qu'elle a intégré maintenant que c'est plus un loisir et c'est un travail depuis maintenant de plus de 2 ans. Et elle va elle-même maintenant rechercher la perfection et la performance, chose qu'elle faisait pas. Avant, elle le faisait naturellement. Maintenant, elle va le chercher, elle pose des questions, elle s'intéresse, elle veut se revoir en vidéo. Donc, il y a un réel souci du détail qu'elle n'avait pas précédemment. Et je rebondis sur quelque chose que je viens de dire là. Ça fait 2 ans que c'est un vrai métier. Financièrement, c'est bon, tu en vis sans souci. Il n'y a pas de... Oui, là maintenant ça fait. Surtout depuis que j'ai signé mon 2e contrat avec l'UFC. Ouais. Là, oui, j'ai envie. Ouais, on sort du classique 10-10, 12-10, 14-14. Je pense que c'est ça à partir du 2e ou du 3. Après, je sais pas si j'ai signé le 2e normal ou. Non, vous avez passé on est d'accord, vous avez passé une étape en fait. On va dire le 2e était l'équivalent d'un 2e, il correspond plutôt à un 3e. Elle a signé, on a vu tout de suite que l'UFC spéculait sur elle et comptait sur elle. Donc il y a un bon gap aussi qui est fait là-dedans. On va finir, un dernier thème que je voulais aborder, c'est forcément Valentina aussi. Comment vous l'abordez? Parce que ça fait longtemps que vous en parlez, ça fait longtemps qu'on parle de cet objectif Valentina et qu'est vraiment de taper Valentina. Je sais
quand il y a eu le combat contre Taila Santos qui était très accroché, ça vous aurait énervé que Valentina perde et que ce soit pas elle que vous puissiez aller détrôner, parce que c'est beau d'aller détrôner la numéro 1. Oui. Mais comment ça se concrétise? C'est-à-dire, est-ce que vous regardez déjà beaucoup de Valentina? Est-ce que vous mangez déjà du Valentina? Est-ce que dans des séances d'entraînement, Manon, tu penses déjà à Valentina quand tu travailles sur certaines choses? Comment ça se passe? Moi, c'est vrai que je commence à y penser. Après, dans mes camps d'entraînement, pas encore, puisque là, je fais adversaire par adversaire. Mais je regarde les combats et je sens que c'est de plus en plus proche. Donc forcément, je commence à visualiser. J'ai vu son dernier combat. Donc forcément, ça m'a donné encore plus envie de... Il a montré des failles intéressantes. Voilà, il a montré les failles en fait que nous, on savait déjà, que Aldric m'avait déjà dit, que nous, on avait déjà remarqué en fait. Et avant le combat, on s'attendait un peu à ce style de combat, puisque Taila Santos, c'était la première fille qui était un peu physique, quoi, qui était plus physique qu'elle, parce qu'en plus, Valentina, c'est pas une grosse 57. Moi, je l'ai croisée à l'UFC Pays. Je l'ai vue à côté de moi. En fait, je l'ai vue de dos au début, et en fait, je l'ai même pas reconnue, quoi. Aldric, il m'a dit, va là-bas, parce qu'elle était de dos au comptoir pour que je me mette à côté. Et moi, je vois cette fille de dos, et pour moi, c'était... Bonjour madame. Ouais, et en fait, c'est quand je me suis retournée que j'ai vu son visage que je l'ai reconnue, mais en fait, je me suis rendu compte d'une différence de gabarit déjà qu'il y avait entre elle et moi. Et après, on a entendu, elle a dit qu'elle était autour des 62-63 kilos hors combat. Donc, elle cut pas beaucoup. Donc, déjà, je pense qu'il va y avoir une différence physique, ce qu'on a vu déjà avec Taila Santos, qui ressemble plus à mon gabarit. Donc, c'est là-dessus que tu veux jouer aussi dans un combat contre elle, c'est là-dessus que tu vas jouer beaucoup aussi. Mais sauf que pour moi, Taila Santos, elle est pas aussi technique que moi. Donc j'aurai ça en plus, et plus la durabilité aussi sur 5 rounds, je pense que j'ai encore plus de chance. Joe, Valentina, c'est numéro 1 pound for pound à l'UFC du classement féminin depuis la défaite de Nunes contre Peña. C'est 6 ou 7 défenses de titres déjà, je crois. Peut-être 7, je crois qu'elle a le record maintenant. Comment elle est prenable, Valentina Shevchenko, par Manon? Comment Manon peut détrôner? Parce qu'elles finissent toutes, enfin tous et toutes, d'ailleurs tous les champions finissent par tomber. Ronda Rousey est tombée et Amanda Nunes a fini par tomber. Valentina tombera peut-être un jour, sans doute un jour. C'est quoi la clé pour que Manon aille détrôner Valentina? C'est de faire un combat parfait, parce qu'elle est forte dans tous les domaines. Après, je pense que si Aldric a fait le psychopathe, a regardé 80 heures de Katlyn Chookagian, je pense qu'il y aura le double mis sur la table pour Shevchenko. Donc je pense qu'avec le game plan parfait, il y a des chances, chacun a ses chances, surtout quand tu as les qualités athlétiques et techniques de Manon. Après, tout peut se passer. On a vu, c'était quoi, il y a 15 jours, Kamaru Usman perd Ousmane Edwards, ça nous rappelle indétrônable. Ça nous rappelle ce qu'on oublie parfois, c'est que le MMA, ça peut, en un coup, tout peut basculer. Tu sais, moi, je la trouve très très forte, Valentina. Mais au bout d'un moment, tu vois, c'est la 7e ou 8e défense, il va avoir un moment où elle va tomber sur un os, et on espère que l'os, ça sera Manon. Ouais, c'est ça qui est magnifique. C'est aussi pour ça que tu voulais l'affronter elle. Ouais, détrôner la vraie, entre guillemets, la vraie championne. En fait, quand j'ai signé à l'UFC, pour moi, c'était le but de suite, donc c'était de prendre la ceinture à Valentina, donc ça aurait été dommage que ça soit quelqu'un d'autre après. Je vais demander à un aveugle s'il veut voir, mais Manon, elle va battre Valentina, Aldric? Ouais, Manon, moi je suis très confiant. Après, je reviens sur ce que tu disais, Jonathan. Ouais, elle est super forte. Il y a du Khabib en Valentina, c'est-à-dire qu'elle est capable de, quand elle sent qu'il y a du strike en face, elle emmène le combat au sol. Et elle bloque bien au sol aussi. C'est ça. Elle a un gros sol, malgré ce que tout le monde dit, elle a un gros sol, parce que pareil, garder Katlyn et faire un crucifix à une meuf qui fait beaucoup de grappling et qui est très à l'aise sur le dos, c'était pas facile. Donc on la sous-estime pas. Il y a juste il y a des faiblesses que moi j'ai identifiées depuis déjà très longtemps, qui ont été mises en avant et plus vues par le grand public après le combat de Santos. Sur 5 rounds, elle est prenable. Ouais. Et sur 5 rounds, elle est réellement prenable. C'est plus un handicap. Elle est plus dure à battre sur 3 rounds que sur 5 rounds. Elle est plus facile, à battre sur 5 que sur 3, Valentina, parce que 36 ans, elle a plus la même durabilité et il y a des fautes, il y a des failles dans son jeu. Mais après, au niveau du fight IQ, elle est très très haut. Ouais, elle est hyper intelligente. Elle est capable de faire un combat sale, de l'amener au sol et de bloquer. Je trouve qu'elle a une très bonne pression. Ouais. Alors elle a une bonne, elle est offensive, elle peut être offensive, mais elle sait aussi temporiser, grappiller des secondes et scorer sur. C'est ça. Mais après, sa lutte est pas ouf. Clairement, moi je le dis aujourd'hui, sa lutte est. Elle a un bon judo. C'est ça. Elle a des beaux hip throws, c'est-à-dire avec les hanches, elle travaille bien. Son catch control est pas fou. Et je pense que sur Manon, ça c'est un gros défaut, parce que si t'as pas une très très grosse lutte, tu l'inquiéteras pas. Voilà pourquoi je suis confiant. Après, on verra. Pardon, Madame Chookagian, d'outrepasser le truc, mais on en a envie de ce combat. Franchement, il donne très envie ce combat-là. Il y a encore des choses en temporalité. On ne sait pas si on y est. On verra ce qu'elle décide de faire. On verra si c'est Murphy. On verra si elle est d'accord pour rester en flyweight, si elle veut monter. C'est encore un petit peu flou, mais en tout cas, dans un an, c'est l'objectif. Il y a des points précis sur lesquels vous voulez travailler techniquement? Si jamais on fait un camp avec Valentina, on veut vraiment on veut 2 mois de camp spécifique sur ça.
en Ouais. travaillant sur des filles qui font justement du sanda, des choses comme ça, qui travaillent sur les hanches parce qu'elle a une lutte vraiment à part. Elle attaque pas aux jambes, ou elle attaque plus, parce que je pense que c'est depuis sa rupture des croisés qu'elle attaque plus aux jambes, qu'elle fait vraiment que du judo. Donc ouais, on fera ce qu'il faut, on s'entourera des sparring gauchères et qui travaillent en hip throw comme ça, qui travaillent avec le middle aussi, parce que c'est une des rares à envoyer middle en MMA, c'est rare aussi. Donc elle fait quand même des trucs spécifiques. Le back fist, pareil, elle fait un back fist en reculant très technique et pas évident à faire. Donc il y a des points forts, et je veux au moins 2 mois pour pouvoir travailler dessus. Ouais. De toute façon, Manon, ce sera le camp de ta vie, ce sera le combat de ta vie et le camp de ta vie. Il faudra tout mettre là-dedans. Ouais. Dernier thème que je voulais aborder, sur lequel je voulais vous faire parler pour raconter un peu aussi ce qu'est Manon, parce qu'on a fait aussi les parallèles quand on a commencé à voir l'ascension de Manon avec Cyril, parce que l'ascension est assez météorite. En quelques années, vous arrivez très haut dans le MMA. Il y a le côté, on a fait du sport de combat avant dans d'autres disciplines, même du sport globalement. Toi, on a cité le snowboard, par exemple, à bon niveau avant, comme il avait fait lui dans le foot et le basket. Par contre, il y a une différence énorme que je trouve aussi. Cyril a toujours dit qu'il n'était pas fan de MMA. C'est quelque chose, il a du talent, il vient, il en a fait, il a beaucoup de talent, donc il en a fait une carrière. Mais il bouffe pas du MMA à la maison, il regarde pas les combats. Je crois que c'est tout à fait l'inverse, non ? Manon, à la maison, vous regardez énormément, c'est MMA. Tu peux me raconter ça ? Oui, non, c'est vrai que nous, dès qu'il y a un gala de MMA, toutes les soirées UFC, on regarde, on parle MMA toute la journée, en fait. Et ça fait partie de notre vie, quoi. Et c'est une passion, en fait, plus qu'un métier, c'est une passion. C'est qui ton combattant favori ? Chidi et Dillashaw. Ouais. All time ou en ce moment ? Non, tout le temps. Avec ou sans la pharmacie ? Depuis le début, nous. Depuis le début, on englobe tout. Oui, non, mais attends, c'était quoi contre Barao, là ? Tu te rappelles de ça ? C'était une dinguerie. C'est mon combat favori. Barreau, on parlait de pharmacie. Oui, mais lui, il s'est pas fait prendre. Voilà, c'est l'USADA qui est arrivé. Quoi. Mais c'était juste bizarre, en fait. C'était plutôt l'USADA qui est arrivé. Le jour au lendemain, quand c'est passé. Je voulais finir quand même émission particulière, donc fin particulière. Ah, moi, j'ai une dernière question. Vas-y, et après, on finit sur un quiz. J'aimerais que tu nous parles un peu des autres combattants que tu as. Ah oui, tu nous parles un peu du box, parce qu'on parle souvent toujours de la même salle en France. C'est pas, voilà, mais il y a d'autres salles en France qui font du très bon travail. On voit ce que tu as réussi à faire avec Manon. Parle-nous un peu de tes autres combattants, de ta structure. J'ai vu que tu avais pris une grosse recrue pour travailler au sol aussi. Ouais. Je pense que le meilleur grappleur français des 20-30 dernières années. Donc franchement, je pense qu'on peut presque dire en Europe même en ce moment. De tous les temps aussi, mais Thomas Loubersan, pour ceux qui ne suivent pas. Aujourd'hui, Thomas, de par ses résultats en combat, puisque pour moi, la référence du grappling européen, c'est le coach de Khamzat aujourd'hui, Nascimento. Et il l'a battu, Thomas. Ouais. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que Thomas... franchement, Thomas, c'est la référence en Europe pour moi, sans aucun problème. Et j'aime bien. Il y a 2-3 mecs qui sont qualifiés à la DCC qui sont chauds. Hein. Juste. Et One Flanagan et tout là, ils sont très très chauds. Mais j'aime bien sa philosophie parce qu'elle est très MMA. Ouais. Thomas, j'aime bien. Il a une façon de voir le coaching sur les points forts plus que sur la variété. Et il a un discours hyper intéressant. Et j'espère que ça va être un très gros renfort. C'est déjà et ça va être encore un très gros renfort. Ça fait un super staff technique. Et tu nous dises donc les combattants autres que Manon que tu as et rapidement en quelques mots où ils sont dans leur carrière. Allez, je te fais un rapide tu les enchaînes. Bam, bam, bam. Le champion de l'organisation de Khabib qui était précédemment Dragon, je sais pas quoi, qui s'appelle Eagle aujourd'hui, c'est Mehdi Takaev qui revient de blessure et on travaille sur le visa parce que c'est sur les combattants de l'Est, c'est très délicat de l'avoir. Ouais. Et aujourd'hui, ce qui bloque la carrière de Mehdi, c'est uniquement ça, c'est pas les qualités. Il est classé 75e mondial, on va essayer de vite avancer pour que le visa règle, ça peut aller on va le voir dans une très grosse organisation très vite. Axel qui vient de faire son 4-0. Axel Sola, numéro 1 mondial amateur pendant 2 ans, qui vient de faire un 4-0 en pro, qui va, je pense, recombattre en fin d'année, là, novembre ou décembre, toujours au Brave. Puis on verra par la suite comment ça évolue, mais on commence à être très très fort et très très bien dans sa tête, dans sa préparation. Il y a juste la catégorie qu'on va ajuster, 77, 74, 70. C'est encore un petit peu flou, on va ajuster ça très vite. Petit clin d'œil à Sofiane Bouguichou qui s'est quand même incliné au PFL dans une des plus grosses orgas au monde et qui revient de loin après sa blessure spectaculaire lors du Cage Warrior il y a maintenant 3 ans. Virgil Hogan qui fait son 2-0 après pareil les IMAF. Moi t'as vu ils ont souvent le même parcours, ils sont tous passés quasiment par les IMAF. Je suis très à cheval là-dessus et je pense que c'est important pour la carrière et pour le stress, pour la gestion du combat, des événements et tout de passer par une carrière. C'est des carrières qu'on aura de plus en plus. J'espère. Cette année c'était pas florissant. Comme il y a eu dans la boxe, on a des amateurs qui arrivent. En tout cas voilà, en quelques noms vous avez compris que Boxing Squad c'est une des meilleures salles de France largement. Et le reste du staff du coup alors rapidement il y a Christophe Midou qui fait
qui fait avec moi la carrière de Manon et des combattants UFC parce qu'il a un petit peu moins de temps. Jean-Robert Monnier, donc Thomas Loubersan, on l'a cité, Julien Brisy, et on est en train de voir pour une big annonce sur du striking dans pas très longtemps aussi. On va en reparler dans les semaines à venir. On vous tiendra au courant, bien entendu. En tout cas, ouais, Joe, tu le disais, et je rebondis là-dessus parce que elle a beaucoup de lumière, mais il n'y a pas qu'une seule salle en France qui produit des gros talents, et il y en a beaucoup d'autres, et dont le Boxing Squad à Nice qui est dans le haut du panier, ça c'est évident. On finit, je vous ai dit, je voulais faire un truc un peu, comme je sais que j'ai 3 gros connaisseurs de MMA autour de la table, un petit quiz, ce qu'on n'a jamais fait ici, 2-3 questions rapides. Concentré alors. Que sur le MMA féminin, l'UFC au féminin, comme on a Manon Fiorot aujourd'hui. Le premier qui répond, il a le point, c'est comme ça, et si vous répondez pas, si vous êtes nul sur tout, et ben je donnerai toutes les réponses et vous couperez au montage. On sait que ça, c'est toi qui as gagné le quiz. L'adversaire de Ronda Rousey dans son premier combat à l'UFC. Micha Tate. Oui. Non. Ah oui, elle perd en 5 secondes là, non? C'est ça? Non. Je sais pas. J'ai quelqu'un au fond qui l'a. Carmouche. Vas-y Manon. Lise Carmouche, le premier à l'UFC. À part face à Juliana Peña, contre qui Amanda Nunes a-t-elle subi sa seule autre défaite à l'UFC? Je sais. Ah non, l'UFC. Alors Kat Zingano. Merci Kat Zingano. Aldric, il faut y aller là, la Bible. Oh, je suis prenable là-dessus. Quelle est la femme, toute catégorie confondue, qui a combattu le plus de fois à l'UFC? Valentina? Non. Non, pareil, je suis pas. Vous l'avez pas? Non. Personne comme ça? Raquel Pennington. Ah ouais. Okay. Chez les bantamweight. 15 combats. Celle qui a le plus combattu dans ta catégorie, chez les mouches? Valentina, ouais. Non. Choukagian. Exactement. C'est pour ça que je l'ai rajouté aussi. Kathleen Choukagian, que tu vas affronter. C'est la plus expérimentée chez vous. Quelle fan a disputé le plus de combats pour un titre sur la même catégorie? Valentina. Non. Nunes. Non. Rousey. Non. Je sais pas. Il en reste qu'une. Johanna. Ouais. Johanna, je ne prononcerai pas le nom puisque déjà tu prononces mal les noms normaux, donc on va pas tenter de prononcer cette dinguerie polonaise. Et la petite dernière, la seule défaite de Valentina Shevchenko hors Amanda Nunes en carrière. Vous l'avez pas? Non, c'est en Chine, non? Un truc comme ça? C'est 3 fights, ouais. Lise Carmouche une nouvelle fois. Elle est revenue plusieurs fois. Et vous savez, t'as révisé un peu, vous savez combien elle a de combats, Kathleen Choukagian à l'UFC? 15. 4 défaites. Lise Carmouche, Jessica Hay, Valentina Shevchenko, Jessica Andrade. Donc elle a quand même perdu contre le très haut du panier. Et bientôt contre Manon alors. Exactement. La 5e, ce sera contre Manon, Abu Dhabi, UFC 280, 22 octobre. Merci Manon Fiorot beaucoup pour ta présence. Merci Aldric Cassata. Plein de force pour Manon, plein de force pour le Boxing Squad de Nice. On sera avec vous pour vous soutenir. Merci Joe pour la présence comme d'habitude. Et puis on se retrouve très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.